Donc, mesdames, messieurs, je suis également ravi d'être parmi vous et de pouvoir fournir quelques éléments d'information et de réflexion par rapport donc au problème de la nutrition tel qu'il se pose aujourd'hui et d'essayer de voir en quelle façon, en termes de santé publique, on peut faire des propositions pour essayer d'améliorer à la fois l'état de santé, donc la nutrition et l'état de santé de notre population. Donc, Mme Grange l'a rappelé, on parle beaucoup de nutrition aujourd'hui, c'est un thème de grande actualité, mais c'est un thème en effet extrêmement ancien. Elle a rappelé le père de la médecine, Hippocrate, qui déjà rappelait que notre alimentation soit notre première médecine. Mais quand on regarde un peu l'évolution au cours du temps de l'évidence de la relation entre l'alimentation et la santé, c'est un concept qui a changé beaucoup au cours du temps. Pendant des millénaires, peut-être des dizaines ou des centaines de milliers d'années, l'évidence de la relation entre l'alimentation et la santé reposait sur le fait que quand on manquait de certains aliments, on avait des déficits d'apport dans les éléments constitutifs de ces aliments, ce qu'on appelle les nutriments, et ça entraînait un certain nombre d'anomalies biologiques qui aboutissaient à des maladies avec des signes qui étaient évidents. Donc, la relation entre l'alimentation et la santé, pendant très longtemps, était uniquement comprise sous forme de carences spécifiques ou les famines qui ont émaillé l'histoire de notre civilisation, de nos civilisations, et qui sont malheureusement encore de temps en temps présents dans le monde, dans certains contextes particuliers ou dans certaines situations de crise. Donc, quand on manquait de calories, les médecins étaient capables de diagnostiquer le tableau clinique d'un marasme. Si on manquait de protéines, c'était un kwashiorkor. Vous savez tous que quand on manque de vitamine C, quand on n'en a vraiment pas du tout ou très très peu, on a un scorbut, quand on manque de vitamine B1, un beriberi, etc. Donc les choses étaient extrêmement simples sur le plan de la nutrition, un déficit d'apport, une maladie. Ça a complètement changé parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'évolution des modes de production, de commercialisation, de distribution des denrées, les progrès technologiques, tout ceci a fait que les grandes maladies de carence qu'on avait connues ont disparu. Et aujourd'hui, la situation est donc d'une nature extrêmement différente. On a ce qu'on appelle une inadaptation des apports alimentaires à nos modes de vie. Et cette inadaptation des apports alimentaires n'est pas comme dans le cadre des déficits, des carences, à cause d'une maladie spécifique. Ces inadaptations alimentaires que l'on rencontre aujourd'hui, ce sont des facteurs qui participent au déterminisme des grands problèmes de santé publique que l'on rencontre aujourd'hui dans l'ensemble des pays industrialisés, maintenant dans l'ensemble des pays émergents et même d'une façon générale de la planète. En fait, les travaux scientifiques qui se sont développés au cours des dernières décennies, surtout les 20 ou 30 dernières années, ont permis de montrer que la nutrition agit soit en tant que facteur de risque, soit en termes de facteur de protection dans le déterminisme des maladies qui sont aujourd'hui les plus répandues en France comme dans tous les pays industrialisés, et que donc ces facteurs nutritionnels vont intervenir dans le risque ou la protection de maladies aussi importantes que les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète, l'obésité, ce que l'on vient de rappeler, mais également d'autres maladies, les troubles de la minéralisation osseuse, l'ostéoporose, et beaucoup d'autres maladies pour lesquelles là, les hypothèses sont fortes, les niveaux de preuve peut-être moins robustes, mais ces hypothèses sont suffisamment évidentes pour que aujourd'hui se développent des recherches pour mieux comprendre le rôle de certains facteurs nutritionnels dans beaucoup d'autres pathologies, que ce soit au niveau digestif, ostéo-articulaire, thyroïdien, neurologique, dermatologique, etc. Toutes ces maladies chroniques dans lesquelles la nutrition intervient, ce sont des maladies qui ont un coût humain extrêmement important. 365 000 nouveaux cas de cancer chaque année, 180 000 décès liés aux maladies cardiovasculaires. Les cancers et les maladies cardiovasculaires sont des causes de mortalité prématurée extrêmement importante, 4% de diabétiques en France, 17% des adultes obèses, et Mme Grange l'a rappelé, chez les enfants, c'est aussi un problème extrêmement important, notamment sous forme de surpoids et d'obésité. Et vous voyez que les troubles de minéralisation osseuse, l'ostéoporose, touchent également une grande partie de la population, surtout les femmes, 3 millions de femmes, et ce sont ces troubles de minéralisation osseuse qui sont responsables des fractures osseuses, notamment les fractures du col du fémur, ou du moins qui constituent un terrain favorisant les fractures du col du fémur. Donc ces maladies ont un coût humain considérable, mais également un coût social et un coût économique très important. 13 milliards d'euros les dépenses de santé directes ou indirectes liées au cancer, plus de 28 milliards d'euros pour les maladies cardiovasculaires, près de 13 milliards d'euros par an pour le diabète. L'obésité, un rapport du Trésor qui date de moins de 2 mois,
a chiffré les coûts directs et indirects de l'obésité à environ 20 milliards d'euros par an. Et pour les troubles de la minéralisation osseuse, vous voyez que ce sont des centaines de millions d'euros liés aux hospitalisations en rapport avec les conséquences donc, de cette ostéoporose. Donc, on a un intérêt de plus en plus croissant à s'intéresser à la nutrition comme un des déterminants de ces maladies. Car ces maladies chroniques, ces maladies sont bien sûr des maladies multifactorielles. Je vous le disais au départ, ce n'est pas des maladies qui sont dues uniquement à l'alimentation. Il y a beaucoup de facteurs qui interviennent dans le déterminisme de ces maladies. Il y a des facteurs génétiques, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs environnementaux au sens large et comportementaux. Et parmi ces facteurs comportementaux, eh bien, la nutrition a un rôle important. On ne sait pas exactement le poids relatif des facteurs nutritionnels. Par rapport aux gènes, par exemple, on n'est pas tout à fait capable de comptabiliser ce qui revient aux facteurs génétiques et ce qui revient aux facteurs nutritionnels. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que, alors que les facteurs génétiques, on a peu de possibilités, peu de chances, et surtout, ce serait risqué d'intervenir dessus. On ne choisit pas son grand-père et sa grand-mère, on ne choisit pas ses aïeux, on hérite de gènes. Par contre, ce qui est dans le contenu de nos assiettes ou dans notre mode de vie lié à la nutrition, notamment l'activité physique, il y a là une marge de manœuvre importante sur laquelle il est possible d'agir au niveau individuel, au niveau collectif. Donc même si c'était quelques pourcents du risque de cancer qui était en cause par la nutrition, c'est un facteur sur lequel on a une possibilité d'agir. Et on a quand même des données qui nous donnent une certaine information sur la quantification du poids relatif des facteurs nutritionnels dans certaines maladies. J'ai pris juste deux exemples. Les cancers, pour lesquels on a là des analyses très importantes qui ont été faites par le Fonds mondial de recherche sur le cancer, qui a analysé plus de 7000 publications il y a quelques années, avec une méthodologie très rigoureuse, et qui a permis de montrer qu'environ un tiers des cancers les plus fréquents pourraient être évités grâce à la prévention nutritionnelle dans les pays développés, environ un quart dans les pays en voie de développement. Et si on regarde certaines localisations cancéreuses, le poids de la nutrition est encore extrêmement fort. Alors les cancers digestifs, plus de 65% de la fraction attribuable aux facteurs extérieurs revient à la nutrition dans le risque des cancers des voies aérodigestives supérieures, l'œsophage, le pharynx, le larynx, etc. 50% pour les cancers du côlon et du rectum, et plus de 45% pour le cancer du col de l'utérus. Donc vous voyez, ce n'est pas que les cancers digestifs, ce n'est pas simplement par le contact direct de l'alimentation avec des tissus que va s'entraîner un certain nombre de modifications aboutissant au risque de cancer, c'est par les nutriments apportés par les aliments que l'on peut, d'une façon générale, jouer un rôle sur le cancer et sur d'autres cancers, comme le cancer du sein ou de la prostate. Les facteurs nutritionnels sont également capables d'agir. Un autre exemple, juste pour vous montrer l'importance de ces facteurs nutritionnels, c'est le sel et la tension artérielle. Des travaux de l'Organisation mondiale de la santé ont montré que réduire simplement de moitié la consommation de sel, ce qui n'est pas quelque chose de fantasmatique, ça n'est pas totalement irréalisable, au contraire, c'est tout à fait possible. Passer de 10 grammes par jour et par habitant à 5 grammes par jour permettrait de réduire au niveau de la population le taux global d'accident vasculaire cérébral de 23% et les taux de maladies cardiovasculaires de 17%. Vous voyez qu'on est donc sur des ordres de grandeur extrêmement importants. Alors on peut discuter, c'est peut-être quelques pourcents en moins, c'est peut-être quelques pourcents en plus, mais il n'y a aucun médicament aujourd'hui qui permet par exemple de réduire le risque de cancer ou qui soit efficace de façon préventive pour essayer de réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Donc on a une marge de manœuvre extrêmement importante et c'est pour ces raisons que tous les pays dans le monde ont réfléchi depuis quelques années à mettre en place des politiques nutritionnelles de santé publique. Et en France, a été développé un programme depuis 2001 qui s'appelle le Programme national nutrition santé, qui a un objectif ambitieux, améliorer l'état de santé de l'ensemble de la population en agissant sur un de ses déterminants majeurs, la nutrition. Et ce Programme national nutrition santé s'appuie sur le développement des connaissances scientifiques qui permet aujourd'hui de proposer des repères de consommation alimentaire qui, si la population tend vers ces repères, devraient permettre un état de santé le plus optimal. Donc, vous connaissez certains de ces repères, hein, au moins 5 fruits et légumes par jour, le fait de manger à chaque repas des produits céréaliers et notamment ou des féculents d'une façon générale en privilégiant les produits plutôt complets,
3 produits laitiers par jour à ne pas dépasser. Viande, poisson, œufs, 1 à 2 fois par jour en privilégiant les poissons et notamment les poissons gras. Limiter la consommation de matières grasses, de produits sucrés. La seule boisson recommandée est l'eau. Éviter bien sûr les boissons sucrées et les boissons alcoolisées. Limiter la consommation de sel. Et vous voyez qu'on a rajouté l'activité physique. Donc on n'est pas dans le champ de l'alimentation, mais pour comprendre la nutrition, il faut intégrer ce qui rentre, l'alimentation, mais également ce qui sort, les dépenses énergétiques, au travers de l'activité physique, pas simplement l'activité sportive, l'activité physique dans la vie quotidienne. Et vous connaissez, j'imagine, tous le repère qui a été largement véhiculé depuis quelques années, au moins l'équivalent d'une demi-heure de marche rapide par jour. Donc il y a des recommandations qui sont faites, il y a des supports de communication qui ont été très largement relayés au cours des dernières années par l'INPES, qui est devenu aujourd'hui Santé publique France, des guides alimentaires qui ont été distribués, des campagnes d'affichage, des encarts dans la presse, des spots télé, des programmes courts, des campagnes à l'intérieur des entreprises, des collectivités, des outils développés pour les professionnels de santé, et puis un site internet institutionnel qui permet, dans la cacophonie nutritionnelle où il y a de nombreux émetteurs, d'émettre une parole publique, de la puissance publique, des scientifiques, qui permettent de dire voilà ce qui est aujourd'hui recommandé. Et ce site mangerbouger.fr, qui est largement utilisé par la population, fournit à la fois de l'information, mais également des outils pratiques, comme cette fabrique à menu qui permet, quand on s'y inscrit, en demandant en fonction du nombre de personnes, de la durée pour lesquelles on souhaite avoir des informations, des conseils pour des menus plus équilibrés, mais pas seulement les menus, on a aussi les recettes, les listes de courses. Donc c'est un outil extrêmement pratique qui permet d'essayer d'aider la population à mettre en musique dans son quotidien les recommandations, pour montrer que ces recommandations, a priori, devraient être accessibles à un maximum de la population. Alors le PNNS, le Programme national nutrition santé, c'est quelque chose où il y a beaucoup d'actions. Je vous en cite quelques-unes, parce que sûrement vous en avez vu passer certaines, les messages d'information sanitaire qu'on trouve en bas des publicités télévisuelles, l'affichage à la fois dans les rues, dans les magazines, ainsi que tout ce qui concerne les messages publicitaires à la radio, sous une forme bien sûr audio, avec pour votre santé quelques slogans qui sont perçus un petit peu comme ça, mais qui permettaient d'attirer l'attention et de véhiculer certains messages de santé publique importants. Il y a beaucoup d'autres actions, des actions ciblées dans certains types de populations. Par exemple, en milieu scolaire, où il y a eu à la fois les moyens, grâce à la loi, d'intégrer une dimension nutritionnelle dans la restauration scolaire. Ça ne date que de 2010, c'est assez récent, alors que c'était demandé par les nutritionnistes depuis très longtemps, intégrer dans l'offre alimentaire à l'école une dimension nutritionnelle. C'est également la suppression, par exemple, des distributeurs automatiques payants de produits de grignotage qui étaient présents dans les collèges il y a pas si longtemps et qui ont été retirés dans le cadre de la loi de santé de 2004, votée sous l'impulsion donc du Programme national nutrition santé. Il y a beaucoup d'outils pédagogiques qui ont été faits pour les enseignants. Il y a des outils qui ont été développés également pour les professionnels de santé scolaire. Donc beaucoup d'actions. Des actions également déconcentrées au plus près de la population, avec des chartes qui ont été signées avec des villes, de manière à développer dans les niveaux de compétences des municipalités des actions de santé publique rentrant dans le cadre du Programme national nutrition santé, de la même façon avec les départements qui ont bien sûr d'autres niveaux de responsabilité. Des chartes ont également été signées pour développer des actions de proximité pour la population. Et puis il y a eu des tentatives de développer des partenariats avec le monde économique, les opérateurs économiques, les industriels, en leur proposant de signer des chartes d'engagement avec le Programme national nutrition santé, c'est-à-dire qu'ils s'engagent à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits en retirant un peu de gras, de sucre et de sel dans des niveaux qui soient suffisamment significatifs pour avoir un intérêt, mais qui restent accessibles pour eux sans changer le goût, la qualité organoleptique, les processus de fabrication. Au total, 38 chartes ont été signées. Alors, c'est très peu par rapport au tissu de l'agroalimentaire français. Et pourtant, quand on regarde, on voit que ça fonctionne bien, car ceux qui ont signé ces chartes ont réduit le gras, le sucre, le sel de leurs produits, ce qui fait qu'on peut même comptabiliser
la quantité de gras, de sucre, de graisse saturée, qui a été enlevée en quelque sorte du marché, mis à la disposition des consommateurs. Et on peut même calculer la quantité de fibres ou d'acides gras oméga 3 qui a été rajoutée. Donc, on voit que le système est possible. Malheureusement, il a relativement peu fonctionné car très peu d'entreprises ont signé ces chartes. Et donc, le poids relatif et l'efficacité globale en termes de santé publique de cette proposition a été tout à fait modeste, mais nous a été extrêmement utile pour se rendre compte qu'il y a, au niveau des produits industriels, la possibilité de marge de manœuvre, d'amélioration. Encore faut-il que les industriels souhaitent et veulent les mettre en place. Donc beaucoup de mesures. Je vous passe bien sûr l'ensemble du catalogue. Il y a à chaque fois dans chaque programme national nutrition santé qui est programmé sur 5 ans, 150 ou 160 actions qui sont développées. Ce qui est intéressant, c'est de dire maintenant on a un recul quasiment de 15 ans depuis la mise en place du programme national nutrition santé et on a la chance d'avoir des études qui ont été développées, soit au niveau national, soit sur des groupes de population, pour voir est-ce que la situation nutritionnelle a évolué. Est-ce que ces programmes, ces actions qui ont été mises en place, ces mesures, est-ce qu'elles ont été efficaces? Alors, quand on regarde, à 13 ans d'intervalle, on voit que plusieurs objectifs qui étaient initialement fixés ont été soit totalement, soit partiellement atteints. On mange plus aujourd'hui de fruits et légumes chez les adultes, ce qui est un élément intéressant, notamment les adultes jeunes, qu'il y a une quinzaine d'années. Malheureusement pas chez les enfants, mais chez les adultes, c'est net. On mange moins de sel et de sucre que ce que l'on consommait il y a une quinzaine d'années, mais on en mange encore trop par rapport aux besoins et aux recommandations. Mais il y a eu une décroissance des apports de sel et de sucre, malheureusement insuffisante. On a vu se stabiliser la prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'enfant. C'est un des rares pays, la France, où on a observé une stabilisation. Donc on est aux environs de 17,5% d'enfants en surpoids et obèses. Certes, c'est stable, mais ça reste encore extrêmement élevé. On cherche à infléchir la courbe de la prévalence du surpoids et de l'obésité. Pour l'instant, on l'a stabilisé, ce qui est déjà un élément, mais on ne peut pas se satisfaire simplement de cette stabilisation. Mais beaucoup d'objectifs n'ont pas été atteints. Et si certaines améliorations ont été notées, la situation nutritionnelle reste encore très loin de ce que l'on peut considérer comme optimal. Et surtout, et c'est un point tout à fait fondamental, c'est que les améliorations qui ont été observées n'ont pas concerné toutes les catégories, toutes les composantes de la population. Et en fait, on a creusé des inégalités sociales de santé dans le domaine de la nutrition. C'est-à-dire que, par exemple, pour la consommation de fruits et légumes, ça a augmenté en moyenne pour toute la population. Ça a beaucoup augmenté dans les populations favorisées. Par contre, dans les populations les plus précaires, non seulement ça n'a pas augmenté, mais souvent, sur certains types de populations, ça a pu même légèrement diminuer. La prévalence du surpoids et de l'obésité, en moyenne, s'est stabilisée. On peut remarquer qu'elle a même diminué chez les enfants des couches sociales favorisées. Par contre, chez les enfants des couches sociales les plus défavorisées, cette prévalence du surpoids et de l'obésité a continué à augmenter. Donc on se rend compte aujourd'hui que quand on regarde les résultats des études, on voit vraiment que la nutrition est un marqueur social et que la qualité de la nutrition de la population est très liée au niveau des revenus. Ici, ce sont des chiffres qui sont issus d'une étude nationale qui s'appelle Nutrinet Santé, que l'on développe sur aujourd'hui plus de 160 000 personnes en France, où on a un gradient économique avec des gens de niveau extrêmement différents. Quand on regarde aussi bien chez les hommes et chez les femmes la consommation de fruits en nature en fonction des revenus, vous voyez que cette consommation de fruits et légumes est 50% plus élevée chez les hauts revenus par rapport aux bas revenus. Si on regarde pour les légumes, c'est 30% la différence entre donc, ces extrêmes de revenus. Et pour la consommation de poissons, là encore, elle est 2 fois plus élevée chez les hauts revenus par rapport aux bas revenus. Donc vraiment, on voit que les mesures mises en place touchent essentiellement les populations ayant le niveau d'éducation et le niveau de revenus le plus élevé. Donc quand on regarde aujourd'hui les repères de consommation, globalement pour la population, et particulièrement pour les populations les plus précaires, on ne mange pas assez de fruits et légumes d'une façon générale, particulièrement chez les plus pauvres.
on ne mange pas suffisamment de produits céréaliers complets, pas assez de légumes secs, pas assez de poissons, notamment de poissons gras, trop d'aliments de forte densité calorique, qu'on retrouve beaucoup dans les produits industriels transformés, trop de gras, trop de sucre, trop de sel, là encore, particulièrement dans les produits alimentaires transformés qui sont mis à notre disposition, encore trop d'alcool, pas assez d'activité physique. Il y a encore beaucoup de points où on s'éloigne de ce qui est recommandé. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation donc dans un contexte où on a une offre alimentaire qui est considérable, qui est gigantesque, de très nombreux produits, et qu'on est assailli aussi par un marketing extrêmement fort qui pousse vers la consommation de certains types d'aliments. Lorsque Marisol Touraine a mis en place la stratégie nationale de santé, elle m'avait demandé, puisque je préside le programme national nutrition santé, de lui fournir un certain nombre de propositions pour essayer de rebooster la politique nutritionnelle de santé publique de la France. Donc en janvier 2014, je lui ai donc rendu un rapport qui partait d'une constatation, c'est qu'en fin de compte, tout ce qui a été fait jusqu'à présent repose un peu sur responsabiliser l'individu. Donc on a fait beaucoup de communication, beaucoup d'informations, de l'éducation, donc c'est bien sûr important, mais ces approches, si elles sont bien sûr indispensables, elles ne sont pas suffisantes et surtout elles sont un facteur d'inégalité sociale de santé puisque quand on communique, quand on explique qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour, ceux qui n'ont pas moyen de les acheter ou d'y avoir accès ont peu de chances de mettre en pratique l'information. Quand on dit qu'il faut manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, quand les produits industriels sont riches en gras, en sucre et en sel, ils sont économiques, ils vont être plus consommés par des populations qui peuvent en effet connaître le message, mais ils n'ont pas la capacité, notamment en termes d'accessibilité économique, d'avoir accès à d'autres aliments que ces aliments de forte densité calorique et pauvres en nutriments importants. Donc, il apparaissait indispensable dans les propositions nouvelles de dire que si on veut lutter contre les inégalités sociales de santé, mais toucher l'ensemble aussi de la population, il ne faut pas seulement qu'on agisse sur l'individu, il faut qu'on agisse sur son environnement, sur les aliments qui sont mis à sa disposition, ou de la même façon sur l'offre d'activité physique. Si on dit aux gens de marcher et qu'ils n'ont pas de trottoir en bas de chez eux, si on dit aux gens de faire du vélo mais qu'il n'y a pas de piste cyclable, il y a peu de chances qu'ils puissent faire de l'activité physique. Et pour les aliments, si on leur dit de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, mais qu'ils ne puissent pas s'y retrouver dans la jungle des produits mis à leur disposition, et surtout ceux qui sont les plus économiques sont les plus gras, les plus sucrés, les plus salés, il y a peu de chances que ceci leur permette d'avoir accès à une alimentation de bonne qualité nutritionnelle. Et puis le deuxième point, qu'on peut tirer un peu de l'analyse du programme national nutrition santé pendant ces quelques années de mise en place, c'est qu'on a essentiellement essayé de mettre en place des approches volontaristes, c'est-à-dire de demander aux partenaires leur bonne volonté pour améliorer leurs produits. Et on a vu que ceci avait ses limites. Ça marche très bien pour les chartes si une entreprise signe, mais on n'arrive pas à faire adhérer l'ensemble des grandes entreprises de l'agroalimentaire. Donc l'idée était de dire qu'il faut des réglementations qui vont amener les opérateurs économiques, les industriels, les distributeurs à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments. Donc il ne faut pas simplement responsabiliser le consommateur en disant il suffit qu'on lui apprenne comment bien manger, qu'on l'éduque, et après, ça ne posera aucun problème. Non, il faut que, par défaut, les options d'accessibilité aux aliments permettent à ces consommateurs d'avoir accès à des aliments de bonne qualité nutritionnelle. Donc, dans les propositions, dans ces fameux remèdes à cette malbouffe, bien sûr qu'il faut continuer à faire de l'éducation, c'est indispensable. Bien sûr qu'il faut faire de la communication, il faut former les professionnels, les professions relais du monde de la santé, de l'éducation, les travailleurs sociaux. Il faut s'appuyer sur le monde associatif pour avoir des actions auprès de l'individu. Il faut bien sûr continuer cette approche individuelle, mais si elle est indispensable, elle n'est pas suffisante. Il faut également des mesures plus structurelles, des mesures générales qui visent tout simplement à éclairer les consommateurs sur la qualité nutritionnelle pour les aider à arbitrer leurs choix tout en respectant leur liberté. Il faut qu'on arrive à réduire la pression marketing, l'action commerciale, notamment la publicité, qui pousse les consommateurs, notamment
ceux qui sont les plus fragiles, les enfants, les jeunes, les populations défavorisées, à consommer des aliments de moins bonne qualité nutritionnelle. Et à l'inverse, il faut essayer de favoriser la promotion d'aliments et de choix alimentaires qui soient favorables à la santé. Il faut également qu'on joue sur l'accessibilité économique. Il faut que les populations les plus pauvres puissent avoir accès à des aliments de bonne qualité nutritionnelle. Donc, il faut réellement que l'on puisse démocratiser ces aliments de bonne qualité nutritionnelle. Et par contre, ceux sur lesquels on ne souhaite pas faire une promotion, ça n'est pas très gênant qu'ils soient moins accessibles économiquement. Et puis, d'une façon générale, ce qu'il faut, c'est que l'offre alimentaire, les aliments qu'on retrouve dans nos supermarchés, chez nos marchands ou sur les marchés, soient améliorés en termes de qualité nutritionnelle pour l'ensemble des consommateurs. Bien sûr, ceux qu'on veut toucher préférentiellement, les jeunes et les populations défavorisées, mais toute la population, afin d'avoir des aliments qui soient aujourd'hui moins riches en gras, moins riches en sucre, moins riches en sel. Donc, on va jouer sur l'information et l'éducation pour dire attention, évitez de consommer ce type d'aliments, mangez plutôt des aliments bruts, mangez des aliments de saison. Il y a tout un discours qu'il faut continuer à faire, mais même pour les aliments transformés, même pour les aliments industriels, il faut réussir à pousser les industriels à améliorer la qualité des produits qu'ils fabriquent. Alors, dans les mesures qui étaient proposées, il y en avait une quinzaine. Je vous en reprends quelques-unes, mais j'en détaillerai une particulièrement, et puis je parlerai de deux autres. Un logo nutritionnel, un système d'information nutritionnelle unique sur la face avant des emballages des aliments, ça paraît très évident, ça fait très longtemps que les nutritionnistes le demandent, mais qui également très souvent dans les enquêtes d'opinion, les consommateurs le souhaitent, un système qui permette vraiment de s'y retrouver quand on est face à un rayon de supermarché pour comprendre la qualité nutritionnelle des aliments. Une régulation de la publicité en fonction de la qualité nutritionnelle des aliments, il faut qu'on réduise cette pression marketing par des lois, par des réglementations, des systèmes de régulation économique, alors en taxant les aliments en fonction de la qualité nutritionnelle, les aliments les plus éloignés des standards que l'on considère comme optimum en termes de gras, de sucre et sel devraient être les plus taxés, et un système de subvention en miroir qui permet de rendre plus accessibles les aliments de bonne qualité nutritionnelle. Puis il y a beaucoup d'autres mesures qui peuvent être faites pour contribuer à améliorer la situation nutritionnelle donc, de nos concitoyens. Des fontaines d'eau réfrigérées dans tous les lieux publics et à proximité des distributeurs automatiques payants, ça serait aussi quelque chose pour lequel on a un faisceau d'arguments pour penser que ce serait extrêmement utile. Imposer des conditions qui fassent que les distributeurs automatiques payants de produits de snacking, qui ont un peu envahi tout notre environnement, des stations de métro, les gares, dans la rue ou dans de très nombreux lieux publics et privés, est une offre qui réponde, en partie au moins pour certains types de produits, à des critères de bonne qualité nutritionnelle. On peut réglementer la teneur en sel et en fibres du pain. C'est très dur de réglementer la teneur en nutriments des aliments parce qu'il y a une grande variabilité, c'est complexe à établir. Mais pour le pain, qui est un excellent aliment mais très pourvoyeur de sel, on peut fixer, comme l'a fait d'ailleurs la Belgique, par un arrêté, la teneur maximum de sel dans le pain, ce qui n'empêche absolument pas d'avoir un pain de bonne qualité. Il y a beaucoup de tests qui ont montré qu'on peut diminuer, sans que le consommateur s'en rende compte, la teneur en sel du pain. Et on peut rajouter des fibres, avoir un pain qui, s'il n'est pas complet totalement, ça existe dans la gamme, mais que le pain de base est par obligation déjà une farine moins raffinée qui apportera plus de fibres. On peut interdire la promotion au volume des aliments dont la qualité nutritionnelle n'est pas la plus favorable. Aujourd'hui, tous les produits qui font l'objet de promotion, 20% de plus, 3 pour le prix 2, sont souvent des aliments dont la qualité nutritionnelle est la moins favorable. Donc il faut inverser cette tendance, empêcher qu'il y ait cette promotion rendant plus accessibles les aliments les moins intéressants et par contre qu'elle se reporte vers des aliments de bonne qualité nutritionnelle. On peut faire preuve d'imagination dans plein de domaines, implanter des marchés alimentaires, des chaînes de supermarchés éthiques qui s'engageraient à fournir une offre favorable sur le plan nutritionnel et des jardins communautaires dans les zones défavorisées. Il y a déjà des expériences pilotes qui ont été faites, qui fonctionnent dans certaines régions, dans certaines villes, dans certaines zones. On a aussi des mesures de type social qui ont démontré leur efficacité, qui ont été testées expérimentalement, du type de la distribution de coupons
de fruits et légumes, par exemple, aux populations défavorisées, pour lesquelles on peut permettre une accessibilité à des aliments qui sont parfois difficilement accessibles pour ces populations. Donc il y a beaucoup de mesures possibles, mais toutes ces mesures ont un point commun. Elles nécessitent de caractériser la qualité nutritionnelle d'un aliment et surtout pour les aliments industriels transformés. Et là, il existe un outil. Il en existe d'ailleurs plusieurs dans le monde qui ont été développés qui permettent de donner une note, un score, un profil donc nutritionnel. Donc on synthétise la qualité nutritionnelle de l'aliment. Et en France, on a proposé de s'appuyer sur un score qui a été mis au point par des chercheurs d'Oxford, de l'université d'Oxford, qui est utilisé par l'agence de sécurité sanitaire britannique, la Food Standards Agency, notamment pour réguler la publicité, qui est un score, je vais y revenir quand je vais vous parler dans quelques minutes du logo nutritionnel, qui repose en fait sur la prise en compte des éléments qui sont considérés comme négatifs, hein, le gras, le sucre, le sel, la densité calorique, c'est-à-dire la concentration en calories de l'aliment, ce qui est le 4 éléments extrêmement défavorables. Et ce score défavorable, on peut le minorer en retirant des points ou en rajoutant en quelque sorte des points positifs qui sont liés au fait que ces aliments contiennent éventuellement des fruits et légumes, des fibres ou des protéines. Donc on a aujourd'hui un outil qui permet, et c'est ça qui fait souvent peur aux industriels, de caractériser le profil nutritionnel global d'un aliment et de façon très objective et très transparente. Et c'est là-dessus, sur ce score, que l'on s'est servi donc de façon très scientifique, que l'on a proposé donc de mettre en place dans le futur un logo nutritionnel, ce qu'on appelle un système d'information nutritionnelle complémentaire au sens juridique, mais qui soit simple, intuitif, compréhensible par tous et mis sur la face avant des emballages des aliments avec une double vocation. Si on met un système simple, c'est fait pour aider le consommateur qui, au moment de son acte d'achat, pourra comprendre de façon extrêmement rapide la qualité nutritionnelle globale des aliments et lui permettre de comparer les aliments entre eux et donc d'orienter ses choix. Mais il y a un deuxième niveau de détente, c'est que si on met un système intelligent qui donne avec une grande visibilité des informations sur la qualité nutritionnelle des produits, ça va inciter les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits, car ils sont dans un système de concurrence, et si ce même logo est plus favorable pour un aliment concurrent, tout simplement parce qu'il est de meilleure qualité nutritionnelle, et bien ils feront l'effort pour lequel on n'a pas jusqu'à présent réussi à les amener, à les inciter à le faire spontanément, de manière à être compétitifs par rapport à leurs voisins de rayon. Donc ils reformuleront les aliments ou ils innoveront sur des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Alors vous savez tous, puisque comme chacun d'entre nous, tout le monde fait ses courses, alors on sait tous qu'il ne faut pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, mais quand on est devant des rayons comme ça de supermarché, avec énormément de produits, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas grand-chose. On a d'abord souvent très peu de temps, c'est quelques secondes, hein, l'acte d'achat, voire des millisecondes, hein, selon certaines études. Et regardez l'étiquette aujourd'hui, même si elle devient obligatoire d'ici quelques jours à la demande de l'Europe, c'est un parcours du combattant. C'est souvent illisible et c'est souvent incompréhensible avec des termes savants. Nous, on voit très bien dans nos enquêtes, quand en population générale, on dit est-ce qu'il vaut mieux avoir des acides gras saturés ou insaturés? Dans les réponses qu'on a, beaucoup de consommateurs nous disent ah ben, vaut mieux que ça soit saturé, parce que insaturé, ça doit être incomplet, donc moins bon pour la santé. Donc, c'est extrêmement compliqué d'interpréter l'étiquetage. En plus, on parle de portions par 100 grammes. C'est extrêmement complexe et ça ne permet absolument pas de fournir une transparence sur la qualité nutritionnelle globale des aliments. C'est bien que les industriels le mettent, c'est une responsabilité qu'ils ont, c'est très bien qu'ils fournissent ces éléments, mais d'abord c'est à la face arrière des emballages, c'est incompréhensible, et donc ça n'est pas un véritable outil de santé publique. Donc ce que l'on a proposé, c'est un système simple, hein, celui qui est en haut de cette diapositive, qu'on appelle 5 couleurs, 5C, encore appelé maintenant Nutri-Score, et c'est 5 pastilles de couleurs qui vont du vert au rouge, avec des lettres A, B, C, D, E, et qui permettent de grossir la pastille qui va correspondre à l'aliment, à la qualité nutritionnelle de l'aliment en particulier. Donc en s'appuyant sur ce fameux score que je vais vous détailler, on peut très facilement
sur la face avant des emballages, grâce à ce logo, à cette expression graphique, eh bien, pouvoir situer dans l'absolu la qualité nutritionnelle d'un aliment qui appartient à des familles différentes, comparer par exemple la qualité nutritionnelle des céréales petit déjeuner aux produits laitiers, aux sodas, aux fruits, aux légumes, par rapport aux charcuteries, aux biscuits, aux plats cuisinés. Donc on peut comparer les aliments, les groupes, les familles d'aliments entre elles. On peut surtout, et c'est encore plus intéressant, à l'intérieur d'une famille d'aliments, être capable de comparer les produits, donc toujours avec le même outil. Dans les céréales petit déjeuner, comment se situe la qualité nutritionnelle des muesli par rapport aux céréales chocolatées et fourrées. Quand on regarde les biscuits secs par rapport aux biscuits confiturés ou par rapport aux biscuits chocolatés, lequel est de meilleure qualité nutritionnelle en termes de gras, de sucre, de sel, de calories, etc. Et puis, dernier point et dernier intérêt de ce système, c'est qu'on peut comparer la qualité nutritionnelle d'un même aliment proposé par différentes marques. A priori, quand on voit des aliments qui ont le même nom, produits par différents industriels, on pense qu'ils ont la même composition. Ben, vous allez voir, je vais vous montrer les exemples, pas du tout. Donc on pourra comparer un même produit, une céréale chocolatée fourrée d'une marque par rapport à son équivalent d'une autre marque. Donc on peut comparer entre les marques. Donc comment on calcule le score? C'est très facile sur un plan de l'algorithme, c'est-à-dire du mode de calcul, parce que c'est transparent dans le sens qu'on utilise des éléments d'information qui sont déjà sur les logos, sur les produits, dans l'étiquette actuelle, factuelle, qui est fournie. Donc on utilise les calories, les sucres simples, les acides gras saturés, le sodium, les protéines, les fibres. C'est exprimé par 100 grammes. Et dans les listes d'ingrédients, on a accès à la quantité de fruits, légumes, légumineuses et noix. On va donc donner des points. Donc il y a des grilles qui ont été établies par les spécialistes qui permettent, en fonction de la quantité de calories, de gras, de sucre, de sodium ou de protéines, d'avoir des points qui, pour chaque élément, va aller de 1 à 10. Plus le produit est défavorable, plus il est riche en gras plus il est proche de 10, moins il est riche en gras, plus il est proche de 0. Pareil pour le sucre, pareil pour le sel, pareil pour les calories. Et puis on va par contre donner des points positifs s'il y a des fibres, des protéines, des fruits et légumes, là encore avec une grille qui va cette fois de 1 à 5. Donc on a des points négatifs, des points positifs. Donc ça va de 0 à 40 puisqu'il y a 4 éléments défavorables. Ça va de 0 à 15 puisqu'il y a 3 éléments favorables qui vont simplement de 0 à 5. Donc c'est un calcul très simple pour les scientifiques, pour les industriels, pour tout le monde, pour les consommateurs. On va avoir un score final qui est un chiffre qui va de moins 15 à 40. Alors il n'y a aucun aliment qui a moins 15 parce qu'il n'y a aucun aliment qui ne contient absolument que des choses parfaites et rien d'imparfait. Il n'y a aucun aliment qui soit complètement négatif à 40, mais il y a une distribution entre moins 15 et 40 qui permet assez facilement d'obtenir des seuils qui vont définir les niveaux de couleur allant du vert au rouge. Vert, c'est là où c'est le plus favorable. Rouge, c'est là où c'est le plus défavorable. Donc ça a été validé par le Haut Conseil de la santé publique, qui est une agence gouvernementale indépendante avec des scientifiques, des experts indépendants. Et au mois d'août 2015, le Haut Conseil de la santé publique a rendu un avis permettant à la fois de valider ce score et ce logo, et surtout de fixer les seuils qui vont permettre aux opérateurs de pouvoir savoir dans quel niveau de couleur se situe leur produit. Et comme c'est transparent, n'importe qui peut, parce que l'algorithme est rendu public, vérifier que bien sûr il n'y a pas de tricherie, ce qui serait quand même un comble. Et on sait que cet algorithme, ça a été vérifié par le Haut Conseil de la santé publique, rend tout à fait compatible les scores des profils nutritionnels avec les recommandations de santé publique. On voyait en pratique comment ça se pose, comment ça se définit. Si on prend dans un rayon de charcuterie, les knackis seront en rose, en D, les merguez et les chipolatas plutôt en E, et les jambons, surtout s'ils sont allégés en sel, plutôt en B, en couleur jaune. Si on prend des crèmes dessert, dont on peut penser parfois qu'elles ont des compositions très voisines, vous voyez que ça va aller du jaune pour la crème Mont Blanc, la laitière est en orange, et le viennois chocolaté est plutôt en rose. Si on prend les chips régulières se retrouvent plutôt en orange, les chips soufflés au fromage plutôt en rouge, et par contre les tortillas de maïs plutôt en jaune. Donc on peut très facilement
se dire, si quelqu'un souhaite manger chips, de lui dire, ben, s'il y a une alternative plus favorable, tendez vers celle-ci. Dans les pâtes à tartiner, ben, la célèbre pâte à tartiner Nutella, ça ne vous surprendra pas, est en rouge, mais il y a d'autres pâtes à tartiner faites par des concurrents qui vont se retrouver, vous voyez, en rose, voire en orange. Pour les céréales petit déjeuner, vous imaginez que ça va aller donc du vert pour certains types de céréales jusqu'au rouge pour ceux ou celles qui souhaitent acheter des céréales. C'est intéressant d'avoir l'information de façon évidente en face avant des emballages des aliments. Pour des plats cuisinés qui semblent assez proches, des plats composés à base de poissons et de légumes, eh bien ça varie quand même. Ça varie, certes, c'est plutôt dans des catégories dans les plutôt favorables, vert, jaune, mais jusqu'à l'orange. Et il y a des différences qui ne sont pas a priori perceptibles quand on regarde l'emballage ou quand on retourne l'emballage pour voir l'étiquette. Si vous regardez par exemple les lasagnes à la bolognaise, c'est juste pour vous montrer à quel point il existe une variabilité de qualité nutritionnelle dans les produits transformés, industriels, mis à la disposition des consommateurs et que ça n'apparaît pas de façon évidente. On a retrouvé 16 lasagnes à la bolognaise. Elles ont toutes le même nom, lasagne à la bolognaise, mais elles sont dans des marques différentes. Il y a des marques qui vont être en jaune, il y en a qui en vert, pardon, d'autres en jaune, d'autres en orange, d'autres en rose. Donc vous voyez que la qualité nutritionnelle pour un même produit peut varier considérablement. Et si on reprend un autre exemple, les pizzas au fromage, il ne s'agit pas de comparer la pizza au fromage à la pizza 4 saisons ou à une pizza au saucisson napolitain. Si on prend simplement la pizza au fromage, 23 marques existent actuellement et mises à disposition des consommateurs en supermarché. Alors, il n'y en a aucune qui est verte, ce n'est pas surprenant, mais il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont roses, qui sont mieux, il y en a qui sont oranges, il y en a qui sont verts. Donc, si vous avez l'information et que vous avez envie de manger une pizza au fromage, peut-être vous irez vers la pizza qui a la meilleure qualité nutritionnelle si l'information vous est donnée de façon simple. Dernier exemple pour les madeleines, c'est pareil, même nom, 11 produits retrouvés en supermarché, tous s'appellent madeleine. Eh bien, ça va de l'orange jusqu'au rouge, ça montre des différences importantes sur le plan du gras, du sucre, du sel et de la densité calorique de ces aliments. Et dernier exemple, pour des céréales petit déjeuner qui ont exactement le même nom, le muesli croustillant au chocolat. Il y a 35 marques différentes sur le marché. Là, c'est vraiment, là encore, toujours le même nom. Eh bien, si on regarde la composition nutritionnelle, si on la passe à la moulinette de cet algorithme qui a été développé et qui est transparent, on arrive à voir que ça va varier pour le même produit. Cette fois, ce n'est pas les céréales muesli par rapport aux céréales chocolatées et fourrées. C'est dans les céréales muesli croustillant au chocolat, ça va du vert au rouge en passant par toutes les couleurs. Donc, c'est cette information que l'on considère comme un droit des consommateurs à connaître et donc à pouvoir éventuellement l'intégrer, s'ils le souhaitent, dans ses choix alimentaires. Donc ce logo, il est efficace, il marche bien quand on regarde comment il se distribue dans les aliments qui sont mis à disposition des consommateurs, mais surtout ce logo, il a été validé scientifiquement, tant dans ce qu'on appelle le moteur, c'est-à-dire la façon de calculer, c'est l'algorithme de classement des aliments, que ce qu'on appellerait plutôt la carrosserie, qui est l'expression graphique du logo. On a pu valider l'algorithme de classement des aliments en s'appuyant sur ce qu'on appelle des cohortes, c'est-à-dire des groupes de population qui sont suivis pendant très longtemps sur le plan de l'alimentation et de la santé. Donc nous avions développé en France une étude qui s'appelait Suivimax, où on a suivi 13 000 personnes pendant 13 ans. Dedans, 6 400 avaient été jusqu'aux 13 ans, c'est-à-dire avaient des données d'enregistrement alimentaire, et on a pu regarder, en calculant l'application du score au niveau des individus, si ceux qui mangeaient des aliments plutôt bien classés dans le score avaient un risque, plus faible ou non, d'avoir des maladies. Et ça a été très impressionnant, puisque ces résultats, qui ont fait l'objet de nombreuses publications scientifiques, ont montré que les sujets dont le score nutritionnel est celui qui est le moins bon en termes de qualité nutritionnelle, ceux qui mangent plutôt des produits qui sont au-dessus de l'orange, dans le rose et dans le rouge, ils ont 34% de risque supplémentaire de développer un cancer, toute localisation confondue, 61% de risque de développer une maladie cardiovasculaire, 43% ce qu'on appelle un syndrome métabolique, et pour ce qui est de la prise de poids, un risque de 61% plus élevé de développer une obésité, notamment chez les hommes. Donc, on valide que ce score qui est calculé
qui a été mis au point par les chercheurs d'Oxford, qui a été réadapté par le Conseil de la santé publique, est tout à fait prédictif du risque de maladie. Donc, ça valide l'intérêt de ce score. Pour la carrosserie, on a aussi testé par différents types d'études la compréhension du logo. Et on a pu montrer que souvent, ce qui est quelque chose qui est discuté, critiqué par les industriels qui disent que le rouge sur un produit est très stigmatisant, culpabilisant. Pas du tout. Quand on compare les systèmes qui utilisent des couleurs, et notamment le rouge, par rapport à d'autres types de logos, eh bien, ce sont ceux qui sont préférés par l'ensemble de la population. Là, c'est 3 études qui ont été faites en France, particulièrement par les populations défavorisées qui trouvent très simples ces systèmes coloriels, et également par les personnes qui ont soit des maladies nutritionnelles, l'obésité, l'hypertension ou le diabète, ou souvent ceux qui ont moins d'intérêt pour la nutrition. Donc, on a beaucoup d'éléments qui justifient l'intérêt d'utiliser des pastilles de couleurs. On a même pu tester dans l'étude Nutrinet la compréhension de ces logos, c'est-à-dire en donnant des images de produits avec différents logos, différents classements, et en demandant aux participants à l'étude, et là c'est quand même plusieurs milliers de sujets qui ont participé, de quelle façon le logo les aide à classer les aliments les uns par rapport aux autres. Eh bien, dès qu'on met un logo, quel qu'il soit, c'est mieux que quand il n'y en a pas, mais globalement, le logo 5 couleurs, celui qui apparaît avec la plus grande colonne, 5 CNL, parce que ça c'est la traduction anglaise donc pour dire qu'il y a 5 couleurs d'intérêt nutritionnel, c'est celui qui est le plus performant. D'ailleurs, devant ce qu'on appelle les feux tricolores, les traffic lights que les Anglais utilisent, et les autres logos qui sont proposés par les industriels. C'est le plus performant, le logo 5C, le logo 5 couleurs, quelle que soit la catégorie sociodémographique considérée. Donc c'est efficace pour tout le monde, et notamment par rapport à ceux qu'on veut toucher, les populations de plus faible niveau d'éducation ou de plus faible niveau socio-économique. Et le logo 5 couleurs est surtout perçu comme le plus facile à identifier et nécessitant le moins de temps et d'efforts à comprendre. Donc ça valorise bien sûr l'intérêt de ce logo. On a été encore plus loin en créant un supermarché virtuel et en proposant à près de 12 000 sujets de la cohorte Nutrinet de se répartir, on les a répartis dans 5 groupes, et on leur a demandé de simuler leurs courses habituelles dans un supermarché, en sachant que chaque groupe était exposé à des produits qui avaient un logo différent. Donc il y avait 1/5 de la population qui avait le logo 5C, 1/5 qui avait les traffic lights britanniques, 1/5 qui avait un système que les Hollandais recommandent, et 1/5 qui avait un système qui était celui proposé par les industriels. Le dernier 5e, pour que ça fasse 5/5, c'était des sujets qui faisaient leurs courses dans un supermarché virtuel où il n'y avait aucun logo. Alors ça ressemble, pour ceux qui font leurs courses sur des supermarchés en ligne, tout à fait à un supermarché traditionnel en ligne. Il y a le prix, il y a beaucoup d'éléments, et il y avait le logo affiché. Qu'est-ce qu'on a vu dans cette étude? C'est que ceux dans la population testée qui avaient accès à un supermarché dans lequel il y avait le logo à 5 couleurs avaient une qualité nutritionnelle de leur panier d'achat le plus favorable. Tous les autres logos ne présentaient pas de différence entre eux. Seul le logo à 5 couleurs permettait d'avoir des paniers d'achat significativement améliorés sur le plan du gras, des acides gras saturés et du sodium. Et ce qui était là encore intéressant, c'est quand on faisait des analyses qu'on dit stratifiées, c'est-à-dire par sous-groupe, eh bien, quel que soit le niveau d'étude, quel que soit le revenu, quel que soit l'index de masse corporelle, donc le fait d'être plus ou moins gros, plus ou moins corpulent, et le niveau de connaissance en nutrition, on avait des résultats significatifs. Et ça n'entraînait pas le fait d'acheter des produits plus chers. On n'a pas trouvé de différence pour le prix, le nombre de produits achetés dans le panier d'achat virtuel des participants à l'étude. Donc vous voyez que ce logo 5C repose sur énormément d'éléments qui valident le score, qui permet de montrer la cohérence par rapport aux recommandations, qui est associé avec une prédiction plus faible du risque de certains événements de santé, que la perception du logo 5C est favorable, bien compris, favorise un panier d'achat de meilleure qualité nutritionnelle. Donc il y a beaucoup d'éléments, et ce logo prototype
5 couleurs, a été ensuite adapté par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, Santé publique France maintenant, qui a testé sur près de 3000 sujets différents types d'expressions graphiques pour trouver une forme un peu plus facile à voir, et donc ça a donné lieu à ce Nutri-Score. Le seul problème, c'est que vous voyez qu'on a une accumulation de travaux scientifiques, on a vraiment des données objectives, mais qu'on a une très forte opposition des industriels de l'agroalimentaire, notamment de leur association nationale, et de la grande distribution qui ne veut absolument pas de ce logo transparent, compréhensible, validé scientifiquement, qui a fait l'objet de plus d'une vingtaine de publications au niveau international. Et donc pour bloquer le système, pour éviter que la mesure soit mise en place, si le principe de la mesure d'un logo nutritionnel a été voté dans la loi de modernisation du système de santé en décembre dernier, eh bien, ils ont réussi à gagner du temps et à noyer un petit peu le poisson en créant des alternatives, en disant oui, mais nous proposons d'autres logos. Donc, sont apparus un logo fait par la grande distribution, des logos proposés par les industriels, qui ont même été recherchés en Angleterre, des logos qu'ils avaient condamnés pour dire oui, mais il y a d'autres opportunités, et donc qui ont amené les pouvoirs publics et le ministère de la Santé, avec une pression extrêmement forte, à mettre en place une expérimentation dite en grandeur réelle, qui pose beaucoup de problèmes, d'abord parce qu'elle n'est pas réalisée par des équipes de recherche académique, elle a été confiée à un Fonds français alimentation santé qui est financé à 100% par les industriels, donc quelque chose qui est une structure financée par les industriels qui réalise l'étude, qui encadre le pilotage et les aspects scientifiques, et ça a entraîné énormément de problèmes. Et peut-être avez-vous vu dans les médias les multiples articles et dossiers du Monde, de Mediapart, du Canard enchaîné, de différentes émissions de télévision, notamment Cache Investigation, qui a montré la problématique du lobbying qui a permis donc de bloquer la mise en place de l'arrêté qui aurait permis que dès à présent on puisse avoir un logo qui soit utile, qui reporte bien sûr de plusieurs mois le fait qu'une décision soit prise, avec un protocole qui est extrêmement contestable et contesté, qui a entraîné des démissions en série des quelques scientifiques indépendants qu'il y avait, qui a entraîné d'ailleurs une démission du directeur général de l'INSERM, donc le plus grand organisme de recherche publique en France dans le domaine médical, qui a considéré que cette étude n'était pas suffisamment scientifique et qu'elle était gérée plutôt comme une étude de marketing. Cette étude est tout de même en cours. Elle pose beaucoup de problèmes. Des journalistes ont montré que sur le terrain, il y a beaucoup de difficultés. Donc à la fois le protocole est discutable et son application pratique l'est également, puisque tous les produits ne sont pas étiquetés, que ça n'est que dans certains rayons, que même dans ces rayons d'un supermarché à l'autre, il y a des différences. Tout ceci entraîne énormément de polémiques et rendra extrêmement contestables les résultats de cette étude, qui d'un côté fait perdre du temps et qui d'autre d'un autre côté, compte tenu de sa méthodologie éloignée des critères de la recherche traditionnelle, risque de ne rien trouver et permettre aux industriels de considérer que c'est un élément qui justifie de ne pas mettre en place de logo. Ça n'est pas en fait que la mesure et que la mise en place du logo soit inefficace, c'est que les conditions de l'étude, qui n'a pas été faite par des scientifiques, ne permettra pas de mettre en place ces différences. Donc, malheureusement, vous voyez que la situation est bloquée. Alors, il y a quand même des citoyens qui ont réagi, ça pèse assez lourd, et ça pèsera, on peut espérer, dans le futur. Il y a une pétition qui a été lancée, ce n'est pas des scientifiques qui l'ont lancée, ce sont des citoyens, on ne les connaît pas du tout, qui ont lancé cette pétition il y a déjà pas mal de mois, qui aujourd'hui dépasse plus de 240 000 personnes qui demandent que le codage à 5 couleurs soit appliqué, et appliqué le plus rapidement possible. Si vous considérez que c'est utile cette mesure, vous pouvez tout à fait sur change.org retrouver cette pétition. Il y a des applications qui ont été mises en place. Donc, il y a un site consumériste, Open Food Facts, qui a développé une application qui permet, soit sur son site internet, soit par l'application sur un smartphone, en scannant ou en rentrant le nom de l'aliment, de pouvoir retrouver pour plusieurs milliers, voire maintenant dizaines de milliers d'aliments, le score nutritionnel. Donc si vous êtes équipé, cette application gratuite
permet donc, quand on est devant un rayon, alors c'est plus compliqué que si on le lisait directement, mais déjà en scannant, c'est assez facile et ça marche très bien, le code barre de l'aliment, de pouvoir catégoriser donc dans quelle couleur le Nutri-Score place cet aliment. Donc cette application est extrêmement simple et le système de scanning marche très bien et on peut donc très facilement utiliser ça comme une aide. Donc vous voyez à quel point on est démuni face parfois au lobby économique qui est extrêmement puissant, qui malgré les données scientifiques, les enjeux de santé publique majeurs, les travaux, peuvent bloquer, retarder la mise en place d'une mesure de santé publique. Et c'est aussi ce qui va arriver, ce qui est pour les autres mesures qui sont proposées. Et d'ailleurs, les industriels ne souhaitent pas de ce logo parce que ce logo s'appuie sur ce score de qualité industrielle qui permettrait de fixer le niveau des taxes en mettant en place une taxe proportionnelle donc à la qualité nutritionnelle des aliments, ce qui serait utile pour éviter que les consommateurs trouvent ces produits qui ne sont vraiment pas de bonne qualité nutritionnelle à un prix très accessible. Et au contraire, le fruit de la taxe permettrait de subventionner des aliments de bonne qualité nutritionnelle, notamment à base de fruits et légumes ou de produits céréaliers complets. Et puis cette taxe aurait aussi comme intérêt d'inciter les industriels, pour payer moins cher, d'améliorer la qualité de leurs produits. Et c'est le même système qu'on pourrait utiliser pour réguler la publicité en fonction de la qualité nutritionnelle. C'est-à-dire on ne permet pas la publicité à la télévision, sur différents supports, radio, grande presse, affichage, Internet, aux aliments dont la qualité nutritionnelle correspond à des produits qui sont plutôt rouges ou roses. Par contre, on l'autorise pour ceux qui sont, par exemple, verts et jaunes. Et ça aurait un double intérêt, là encore, c'est d'éviter un matraquage qui pousse à la consommation d'aliments industriels qui ne sont pas ceux que l'on veut promouvoir. Et ça inciterait également, là encore, les industriels à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments afin de pouvoir rentrer dans la plage autorisée donc, des aliments qui peuvent faire de la publicité. Donc, voilà un peu les éléments de réflexion que je voulais vous dire. Peut-être juste pour conclure, pour faire là, moi aussi une page de publicité, mais là, je n'ai rien à vendre et sûrement que de la santé publique à vous proposer. C'est que face au lobby, face à la difficulté au niveau politique de permettre que soient prises en compte les mesures d'intérêt pour la santé publique, il faut de la recherche, une recherche forte qui alimente en quelque sorte les dossiers, qui rendent difficile aux pressions économiques de bloquer les systèmes. Et l'étude Nutrinet Santé, qui est une étude développée par l'INSERM, l'Université Paris 13, que des partenaires institutionnels, qui n'a aucun fonds commercial, essaye de fournir des éléments qui permettent d'orienter les politiques publiques. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez vous connecter sur le site de l'étude et prendre tout un tas de renseignements, éventuellement vous inscrire et y participer. Vous donnerez un peu de votre temps pour aider la recherche, évidemment déboucher sur des applications de santé publique. Et puis je le rappelle, le logo coloriel est aujourd'hui soutenu par cette pétition citoyenne, donc sur change.org. Si vous tapez juste étiquetage nutritionnel, vous la retrouverez très facilement parce que l'adresse est un peu compliquée. Et c'est un moyen, là encore, de peser dans le débat sociétal qui a lieu aujourd'hui. Voilà les quelques éléments de réflexion que je voulais soumettre à votre propre réflexion. Et maintenant, bien évidemment, je suis à votre disposition si vous avez des questions ou des remarques. Alors, je ne vois pas grand-chose. Je crois qu'il y a un micro. Oui, je vais faire passer un micro. Voilà, je vois déjà 2 mains qui se lèvent. Merci. Je voulais savoir, plutôt dans au tout début de conférence, vous parliez excusez-moi, je cherche le mot, d'une charte qui était signée par les industriels. Je pourrais me souvenir qu'il y en avait assez peu qui l'avaient signée, 23 si ma mémoire est exacte. 38 en fait. Excusez-moi. 38, mais c'est un ordre de grandeur pas très éloigné par rapport au nombre d'industriels qui pourraient la signer. Voilà, donc en fait ma question est simple en fait. Est-ce qu'il existe un endroit où on peut trouver la liste de ceux qui ont adhéré ? Oui, tout à fait. Vous pouvez trouver sur le site du ministère de la Santé. Alors, je vois que j'aurais dû donner ces éléments d'information. Si vous allez sur le site du ministère de la Santé, www.santé, sans accent, .gouv, comme gouvernement.fr, vous allez dans Nutrition et il y a une rubrique sur le programme national nutrition santé dans laquelle
dans lequel, parmi ces rubriques, vous trouverez une concernant les signataires de la charte. Vous pourrez savoir qui a signé cette charte et vous pourrez savoir quelles sont les conditions qui ont été exigées pour la signature de cette charte. C'est-à-dire, par rapport à l'entreprise, les produits qui sont pris en compte. Donc il y a un cahier des charges assez complexe. Il y a un groupe indépendant qui attribue éventuellement cette charte, qui est vraiment indépendant et qui analyse si vraiment l'entreprise s'engage à un niveau suffisamment important sur l'ensemble de ses produits pour pouvoir être signataire de cette charte. Donc tout ça est sur le site du ministère de la Santé. Oui. Bonjour et merci pour votre exposé. Alors moi j'ai une question qui concerne la consommation de poissons qui devient de plus en plus controversée, c'est-à-dire qu'on nous invite à manger du poisson, à favoriser la consommation de poissons par rapport à la viande. Et on entend de plus en plus aussi une invitation à ne pas en consommer parce que ça contiendrait énormément de plomb, de métaux lourds. Donc est-ce que vous voyez une alternative à ça? Merci. Oui, votre question est pertinente. C'est-à-dire qu'on est confronté aujourd'hui à deux types de problèmes. Il y a les aspects nutritionnels et puis il y a les aspects environnementaux, toxicologiques. Donc, pour le poisson, très bonne qualité nutritionnelle, mais certains risques environnementaux. De la même façon, on pourrait dire aussi pour les fruits et légumes, régulièrement, il y a des questions sur, bien sûr, l'intérêt nutritionnel des fruits et légumes qui contiennent des substances intéressantes, mais quid des pesticides, etc. Donc, ce que l'on a aujourd'hui, c'est de dire que dans les recommandations que l'on fait, alors évidemment, je n'ai pas traité cet aspect-là, il faut que d'un côté, on ait des aspects nutritionnels, donc il faut manger du poisson, et qu'on joue non pas sur le fait de dire limiter votre consommation de poisson, mais qu'on joue sur les facteurs environnementaux pour que les pratiques d'élevage, aussi bien pour les poissons que pour les cultures, utilisent le moins de contaminants possible. Donc on essaye de coupler les recommandations nutritionnelles aux recommandations des autres plans, comme le plan santé environnement. Donc pour rapport à votre question sur le poisson, il faut manger du poisson au moins 2 fois par semaine. Pour diminuer les risques, que l'on recommande, c'est de varier les espèces et varier les sources. D'une façon générale, plus vous diversifiez pour un produit les sources et les origines, pareil pour les fruits et légumes, moins le risque toxicologique est important. Mais il y aurait plus de risques à ne pas consommer aujourd'hui de poisson, même s'il faut prendre en considération ces aspects de mercure, de plomb, de contaminants, que d'en consommer. Donc, ça serait une perte de chance, mais il faut varier les espèces et jouer aussi sur le fait de consommer du poisson gras, mais pas trop de poisson gras, puisque ce sont eux qui accumulent le plus les éventuels contaminants. Donc, continuez à manger du poisson 2 fois par semaine si vous en consommez, variez les espèces, au moins un poisson gras, mais variez vos poissons, vos sources et vos origines. Pardon. Bonjour. Donc la recommandation du PNNS, c'est manger moins gras, moins sucré, moins salé globalement. Et en fait, aujourd'hui, il y a des études qui montrent qu'en fait, la corrélation entre la santé et le fait de manger des graisses n'est pas du tout, il n'y a pas de corrélation si significative entre la santé et la réduction des graisses. Par exemple, l'école de santé publique de Harvard indique qu'en fait, c'est la qualité des graisses qui compte et non pas la quantité de graisse. Le régime Créto aussi montre empiriquement que manger pas mal d'huile d'olive ou du fromage de brebis est plutôt bon pour la santé. Et puis même mais l'excellent outil Nutri-Score utilise, on l'a vu, la quantité de graisse saturée et non pas de lipides total. Donc en fait, ça donnerait envie plutôt d'avoir un message du style qui a fait, je dirais, ses preuves et qui a permis d'avancer, qui est moins gras, moins sucré, moins salé. Ben, tout simplement, moins sucré, moins salé, peut-être moins gras, mais c'est peut-être pas si important que ça. Oui, votre question est tout à fait pertinente. Alors, j'ai donné que le repère de consommation principale. Si vous regardez dans le tableau, vous avez vu qu'il y avait une autre colonne en dehors de l'aspect quantitatif qui fournit des aspects plus qualitatifs, dans lequel, là, on est un peu plus explicite, favoriser les matières grasses d'origine végétale, et à l'intérieur, on cite certaines matières grasses qui apportent des acides gras plus intéressants, donc moins riches en certains types d'acides gras et plus riches en d'autres. Et c'est vrai que le message complet, quand on lit l'ensemble, et quand on dit manger moins gras, c'est aux dépens des matières grasses animales, en favorisant
certaines des matières grasses végétales. Et vous avez entièrement raison dans ce sens que les prochaines recommandations qui sont en cours de discussion suite aux travaux que l'Agence nationale de sécurité sanitaire et environnementale a préparé, que le Haut Conseil de la santé publique est en train de réfléchir, est un petit peu plus précis pour la suite des recommandations, parce qu'en effet, des travaux scientifiques sont apparus. Mais vous avez raison, c'est vrai qu'il faut que le message soit plus qualitatif. Ça n'exonère pas les graisses. C'est-à-dire que, évidemment, certains lobbies reprennent un certain nombre d'arguments pour essayer de dire, vous voyez, ce n'est pas un problème de gras, c'est un problème de sucre. C'est un problème de sucre, c'est un problème de sel, c'est un problème de certains types de graisses. Donc on est un peu plus précis, mais déjà, si vous lisez l'ensemble des recommandations, quand on dit manger, limiter la consommation de gras, on précise quel type de gras. Qui est plus... Alors, ces recommandations que je vous ai montrées, elles sont maintenant en effet anciennes, elles sont rediscutées, et en février, le Haut Conseil de la santé publique proposera les nouvelles recommandations qui tiennent compte du progrès des connaissances, par exemple, comme pour les problèmes qui sont aujourd'hui établis par l'OMS sur les risques liés à la consommation de viande rouge ou de charcuterie. Donc, les choses seront un peu plus spécifiques et un peu plus spécifiées que ce qu'il y a jusqu'à présent. Bonjour. Et du coup, ma question est en lien un petit peu avec cette évolution du prochain PNNS. C'est que dans certaines communications du PNNS, dont celle à destination des adolescents, il est indiqué qu'il est déconseillé d'opter un régime végétarien ou végétalien. Et alors que l'on sait aujourd'hui, grâce à de grandes études comme celle de l'Association de diététique américaine au Canada, comme certains PNNS aussi en Belgique, par exemple, qui reconnaît vraiment l'apport, enfin le végétarisme, le végétalisme, et puis l'intérêt des protéines végétales. Donc voilà, est-ce que ça va évoluer vraiment, et aussi au niveau de la communication des adolescents et aussi des enfants, puisque aujourd'hui nos enfants dans les cantines ont l'obligation, par rapport au décret que vous avez mentionné au début, ont l'obligation de consommer de la viande et du poisson chaque jour. Oui, là aussi, c'est une question qui évolue. Alors, si vous regardez quand même dans le PNS, si vous regardez les guides, et notamment sur le site mangerbouger.fr, c'est un peu moins aujourd'hui restrictif que ça ne l'était. Et c'est vrai que les arguments scientifiques qui sont apparus, ceux qui apparaissent, amènent à être un peu plus ouverts à des comportements qui étaient, il y a 15 ou 16 ans, encore considérés comme parfois plus à risque qu'aujourd'hui. Donc, ça évolue. Il y a des travaux scientifiques. Alors, je citais aussi par exemple dans Nutrinet, où nous suivons à l'intérieur de la cohorte Nutrinet une cohorte de végétariens et végétaliens et véganes. Donc, on a travaillé avec les associations pour pouvoir intégrer aussi des substituts d'aliments traditionnels et donc mettre dans la base des données alimentaires des aliments consommés par les végétariens. Nous avons plusieurs milliers de végétariens, végétaliens et véganes qui participent, et ceci va enrichir aussi des connaissances. Donc, oui, c'est pris en compte. Tout de même, si vous regardez le guide alimentaire global du PNS, déjà dans la santé vient en mangeant, on ne disait pas, il y avait un peu plus d'alerte sur les adolescents et les enfants, mais globalement, on disait que c'est tout à fait possible et compatible avec une bonne santé d'être végétarien et végétalien, avec des arguments même qui, pour certains, amènent à considérer que les bénéfices peuvent être particulièrement intéressants et que ceci va être réactualisé. Alors, par rapport à la suite du PNS, nous attendons, puisque c'est les bases scientifiques qui permettent les recommandations, viennent de l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui s'occupe des aliments et de l'environnement, et ils n'ont pas encore développé leur volet adolescents et enfants, donc ça aura un peu de retard, mais ils intègrent cette dimension concernant les végétariens et les végétaliens dans leurs réflexions. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Vous avez rappelé tout au début qu'il y avait des messages en bas des publicités. Et en fait, quid de l'efficacité de ces messages quand on voit qu'ils sont très très minimes, qui passent inaperçus dans une grande publicité où on va mettre des images, des animations et ainsi de suite, et on va avoir quelques centimètres en bas de l'écran qui portent un message. Est-ce que l'efficacité de ces messages a été testée au moins? Alors oui, elle a été testée. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'historiquement, ces messages sanitaires n'était pas la proposition des nutritionnistes de santé publique qui voulaient une réglementation de la publicité en rendant
en interdisant la publicité à certains horaires particuliers, notamment ceux des émissions regardées par les enfants. Le législateur, en 2004, n'a pas suivi cette proposition et à aucune des lois dans lesquelles c'est possible de l'intégrer, et a donc voté ces messages sanitaires, d'abord avec une taille plus grande, mais qui a été retrécie, et qui est obligatoire avec 4 messages sanitaires qui tournent en alternance. Alors, ils ont été testés par l'INPES et ont montré tout de même une certaine efficacité. Alors, la crainte qu'il y avait, c'était un peu la dissonance qui existe entre ce message, par exemple, qui peut être pour éviter, pour votre santé, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, sur une publicité qui vante un produit gras, sucré, salé. La répétition des messages a fait que les consommateurs ont réussi à complètement déconnecter le message sanitaire du support. Et globalement, les tests qui ont été faits, plusieurs années, jusqu'à 2011, maintenant on attend des résultats d'un baromètre nutrition qui réactualisera les choses, ont montré qu'ils ont contribué à faire connaître les messages. Et que quand on regarde le message, par exemple, au moins 5 fruits et légumes par jour, il était, il y a 15 ans, pas du tout connu, 5% de la population. Il était aux environs de 45% quand les messages sanitaires ont été mis en place, et il a augmenté à partir de la mise en place des messages sanitaires. Aujourd'hui, à peu près 85 à 90% de la population connaît. Donc ces messages sanitaires ont eu l'avantage de faire connaître ces repères, de ne pas entraîner d'effets pervers par rapport au support. Simplement, maintenant, il faut les changer parce qu'ils sont connus et c'est devenu une sorte de catéchisme. Tout le monde est capable de les réciter, c'est des slogans, et qu'ils perdent maintenant de leur signification. Donc, actuellement, là encore, le Haut Conseil de la santé publique, pour la suite du PNS, réfléchit aux nouveaux messages sanitaires. Mais ils ont démontré une efficacité. Et même dans les tests qu'a fait l'INPES, ils montraient qu'ils étaient beaucoup mieux connus encore par les enfants que par les adultes, donc ça avait touché particulièrement les enfants, et par contre qu'un pourcentage important de la population testée, d'adultes, disait avoir changé leur comportement d'achat sur la base de ces messages. C'est déclaratif, on ne peut pas vraiment dire que ça a pesé, mais c'était plus efficace que même de ce qu'on pouvait penser, et surtout ça n'a pas été négatif comme on aurait pu le craindre. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. Oui, bonjour. 2 questions. La première, je voulais savoir s'il y avait obligation à avoir fait cette étude pour la mise en place du Nutri-Score. Est-ce qu'on ne pouvait pas imaginer un vote à l'Assemblée où je crois qu'il y a pas mal de médecins et de pharmaciens qui auraient pu imposer cela? Et, Je réponds à cette question. Alors cette question, si vous demandez à moi ou à beaucoup de mes collègues scientifiques, nous, on a dit que cette étude n'avait strictement aucun intérêt, qu'elle n'était là que pour retarder la prise de décision, qu'il y avait suffisamment d'arguments scientifiques pour permettre la mise en place déjà du logo coloriel. Donc ce qui a été voté à l'Assemblée, malgré les lobbyings très importants qui ont eu lieu pour empêcher, c'est le principe de mettre un système d'étiquetage nutritionnel. Et c'est le ministère de la Santé qui avait la responsabilité du décret d'application et surtout de l'arrêté qui permet de fixer la forme graphique. Et c'est là que les pressions ont été suffisamment fortes pour mettre en place cette étude, inutile sur le principe, discutable sur la forme, et qui, d'un côté, donc j'insiste, reporte, et vous savez bien qu'il y a un calendrier politique d'ici quelques mois, donc tout ceci risque de ramener les choses après les futures élections, ce qui sera extrêmement dommageable. Et d'un autre côté, ça risque aussi d'avoir un résultat qui ne soit pas crédible et contradictoire. Donc oui, cette étude n'a aucun intérêt, si ce n'est d'être quelque chose qui a été demandé par les lobbies. Toutes les études qui avaient été faites avant étaient suffisantes pour apporter des arguments scientifiques. Donc, bien sûr que cette étude est typiquement ce que l'on voit d'une façon générale quand les lobbies essayent de développer ce qui est devenu aujourd'hui un terme connu et que les médias reprennent, la manufacture du doute, c'est de dire on n'en sait pas assez, il faut plus d'études et d'essayer de piper en quelque sorte ces études. Donc cette étude était inutile et en plus, le fait qu'elle soit confiée aux industriels eux-mêmes qui sont partie prenante jette quand même beaucoup de doutes et de confusion sur ce travail. Voilà, et d'autre part,
À défaut de pouvoir imposer tout de suite aux industriels le fait de mettre à disposition ces scores sur leurs produits, les tests que vous avez pu faire, vous nous avez montré quelques exemples. Est-ce qu'il est inenvisageable ou est-ce que c'est déjà fait de les mettre à disposition du public sur le site Santé Bouger, par exemple? Alors, vous parlez des Manger, tests bouger. Oui, les tests qu'on a vus par produit et du coup, effectivement, les scores qui étaient... Alors, le site Open Food avait été Facts, testé. et je crois qu'il y a des startups, et le directeur de la Viette m'expliquait qu'il y a des startups qui en haut semblent avoir proposé aussi des systèmes qui permettent aussi de calculer un certain nombre de scores. Ça existe déjà. Open Food Facts, c'est un site consumériste indépendant. Je ne les connais pas, je ne les ai jamais rencontrés. Ils ont contacté mon équipe pour avoir accès aux données de calcul. Ils ont fait ça très bien, on a vérifié. Et donc ça, c'est déjà disponible. Alors, ce n'est pas sur mangerbouger.fr, mais si vous allez sur Open Food Facts, vous le trouvez. Et surtout, vous pouvez télécharger l'application. Donc ça, c'est déjà disponible. Donc, même si les industriels ne mettent pas le logo, même s'ils obtiennent que ce logo, pourtant utile, ne soit pas celui qui soit retenu, voire qu'il n'y en ait aucun, vous aurez toujours le loisir, avec l'application smartphone, de pouvoir l'utiliser, ou avec le site Internet, de pouvoir regarder pour un produit que vous avez, comment il se situe sur le plan de sa qualité nutritionnelle. Bonjour, donc moi je m'appelle Julie et je fais justement partie des startups qui ont lancé des projets pour mieux informer les consommateurs. Donc nous on reprend exactement ce que vous avez proposé via le Nutri-Score en termes de calcul. Et on rajoute aussi une brique sur les additifs dans la notation du produit. Et du coup je voulais savoir quel était votre avis par rapport aux additifs justement sur l'impact sur l'alimentation et sur la santé. Alors, une des limites des scores nutritionnels, c'est qu'ils sont purement nutritionnels. Ils ne prennent pas toutes les dimensions des aliments. Donc, il n'y a pas ni le volet toxicologique, donc sur les contaminants, ni d'autres dimensions du goût ou d'autres aspects. Donc, le logo Nutri-Score, comme n'importe quel autre logo nutritionnel, doit être complété parce qu'on ne peut pas trouver un système unique qui prend tous ces éléments. Donc, rajouter des éléments sur les contaminants est important. Alors maintenant, sur les contaminants, c'est un vrai problème. Vous avez vu qu'il y a quelques jours, sur les perturbateurs endocriniens, il y a eu un dossier important dans le monde et un engagement d'une centaine de scientifiques. C'est un vrai problème de santé publique sur lequel il faut avancer. Là encore, il faudra de la transparence, trouver un système qui permette d'informer et surtout jouer plutôt en amont, c'est-à-dire au niveau des techniques. Alors c'est compliqué puisque ces substances s'accumulent et restent dans l'environnement beaucoup plus longtemps qu'on ne le souhaiterait, mais il faut sûrement qu'il y ait, tant dans les politiques mises en place, une amélioration des pratiques qui à la fois préservent l'environnement et améliorent pour les aliments, exonèrent en quelque sorte au maximum les risques de contamination, et puis une information est utile sur les compositions. D'ailleurs, il faut être clair, quand on parle du logo nutritionnel, notamment du Nutri-Score, il ne se substitue pas aux informations qui sont données tant sur le plan nutritionnel que la liste complète des ingrédients avec, entre autres, tout un tas de substances qui peuvent être rajoutées dans l'aliment. Donc oui, je pense qu'il y a un intérêt à mettre aussi une information de ce type complémentaire. Est-ce qu'il y a encore une intervention ? Moi, j'ai une petite question aussi. Vous avez mentionné le logo anglais. Je voulais savoir s'il était obligatoire sur les aliments en Angleterre, depuis combien de temps il existait, et s'il y a un retour d'expérience à la fois en termes de consommation et de bonnes pratiques par les industriels. Oui, alors le système anglais, c'est un peu ce qui nous a permis de construire le système français. C'est ce qu'on appelle le traffic light, un feu tricolore. Le problème, quand les Anglais ont proposé ce système, c'est au milieu des années 2000, et l'Europe a empêché qu'un feu tricolore simple, global, avec vert, orange, rouge, soit utilisé. Ils ont imposé que le système soit fait par nutriments. Donc en fin de compte, vous avez une couleur pour les calories, la densité calorique, une couleur pour le sel, une couleur pour les graisses saturées et une couleur pour les sucres. Ce qui veut dire que ça devient d'interprétation un peu plus difficile. Par contre,
le système, puisque le règlement européen ne permet pas qu'il soit obligatoire, à l'époque l'Angleterre était encore dans l'Europe, et ce qu'on a vu en Angleterre, et c'est intéressant, c'est qu'au départ, tous les industriels ont refusé le système. En fait, il y a un distributeur qui a commencé à rentrer dans le système, puis un deuxième, et à ce moment-là, ça fait boule de neige. Aujourd'hui, on estime qu'à peu près 60% des entreprises utilisent le traffic light. Alors, c'est ambigu parce que d'un côté, on peut se dire, ben, ça montre que quand on impose un système unique, même si les industriels refusent, ils finissent par le prendre parce que s'il y en a un qui le fait, leur concurrent qui ne le fait pas donne l'impression qu'il a quelque chose à cacher. D'un autre côté, ce système, c'est sur les bases des discussions que nous avons pu avoir avec nos collègues anglais qu'on a proposé un système plus synthétique, c'est que c'est très difficile à interpréter. Si vous avez un feu qui est vert pour le sel, qui est rouge pour les calories, qui est vert pour le sucre et qui est orange pour le gras, c'est très, très, très compliqué pour pouvoir comparer par rapport aux produits voisins. Donc, on comprend même que certains industriels ont fini par accepter de mettre en place ce système parce qu'en fait, le consommateur a du mal à s'y retrouver. Et par exemple, c'est toujours dans l'histoire un peu de ces difficultés que l'on a avec parfois les opérateurs économiques. Par exemple, Coca-Cola a pendant très longtemps condamné le système du traffic light en Grande-Bretagne en disant que leurs études consommateurs rejetaient le fait qu'il y ait du rouge. Et puis, il y a à peu près un an, en septembre 2015, à la surprise générale, ils ont décidé de le mettre. Et en fin de compte, en disant que leurs consommateurs, au contraire, plébiscitaient le système. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que quand vous regardez sur une canette de Coca-Cola, comme il n'y a pas de gras, comme il n'y a pas de sel, vous avez du vert, même s'il y a du rouge pour le sucre, ça valorise en quelque sorte par le vert. Donc c'est un effet pervers de ce système, et c'est pour ça qu'on n'a pas souhaité le retenir en France. Et d'ailleurs, nos collègues britanniques qui l'ont conçu ne souhaitaient pas que ce système soit si compliqué, et que, en fin de compte, certains industriels tirent un certain bénéfice dans le doute qu'il peut y avoir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique qu'il y a, et c'est pour ça que, même si le système n'est pas obligatoire en France, cette concurrence qu'il y a entre les marques fera que si un premier industriel le met, ses concurrents seront amenés à le mettre de la même façon qu'en Grande-Bretagne, parce que le fait de ne pas le mettre, pour le consommateur, c'est un signe négatif de choses à cacher. Donc on a un bilan. Il n'y a pas de bilan en Angleterre de l'efficacité en termes des comportements alimentaires. Ça, on peut regretter que la Grande-Bretagne n'ait pas mis en place de système d'évaluation, alors qu'en France, dans ce que l'on propose, c'est que le logo soit mis en place, indépendamment, on ne souhaitait pas cette étude dite en conditions réelles, qui ne l'est pas du tout, mais on souhaitait qu'il y ait un système de surveillance qui permette d'évaluer d'abord les entreprises qui le mettent, les types de produits, et de voir l'impact que ça a sur les comportements d'achat et, si possible, après sur les comportements alimentaires et l'état nutritionnel. Maintenant, je souhaite quand même relativiser cette mesure d'amélioration de la transparence sur la qualité des aliments. Elle est importante, mais ce n'est pas elle toute seule qui va régler les problèmes de nutrition. C'est une mesure qui doit être intégrée dans le cadre d'une politique globale. Simplement, elle doit garantir une cohérence avec les messages d'information, de communication, d'éducation, et permettre aux consommateurs vraiment de mettre en pratique, de réaliser dans sa vie quotidienne la mise en musique des informations qu'on lui transmet. Merci. Est-ce qu'il y a encore une question, une remarque? Non. Donc on va terminer cette séance. Merci beaucoup, Monsieur Hagberg.